L'amélioration en santé et sécurité au travail qu'on a acquis au cours des 150 dernières années, elle repose sur plusieurs choses, mais entre autres deux éléments importants. D'abord, l'élimination des risques à la source. C'est sûr que ça évite les accidents. Puis deuxième des éléments, la participation des travailleurs. C'est-à-dire considérer qu'une personne qui fait 2000 heures par année dans un poste, là, ben, c'est un expert, puis il sait de quoi il parle. Moi, j'ai été élevé CSD, puis j'ai été élevé dans des syndicats participatifs. Mais à entendre des histoires où on essaie de remettre le travailleur comme un porteur d'eau, on peut le dire de même, c'est démotivant de voir ça, que le marché du travail s'en aille dans ce sens-là. Tu sais, dans les entreprises aujourd'hui, on est en changement continuel. Hein? Fait que eux autres, ils appellent ça la courbe de changement. Ça veut dire que ils font une courbe, là, puis là, les changements, qu'est-ce que ça fait? On les démotiver les gens, puis après ça, on essaie de remonter, puis ça allait super bien, puis souvent, tu restes dans le fond de la courbe. Pourquoi on reste dans le fond de la courbe? Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi il y a un changement, puis où est-ce qu'on s'en va avec le changement. Fait que jamais d'information. La seule chose qu'on voit, c'est qu'on change de direction. On ne sait pas pourquoi. C'est-tu au niveau à cause de la compétition, le marché? On ne sait jamais. Il n'y a pas d'information. Il n'y a personne qui s'assied avec le syndicat pour lui expliquer pourquoi qu'on change. Fait que, en bout de ligne, personne ne le sait. Fait que quand tu subis le changement, bien, ça crée un méchant stress, là. Quand une entreprise va moins bien, il y a des moments, des fois, c'est quand même cyclique, là. Lorsqu'une entreprise va moins bien financièrement ou productivement ou peu importe, c'est là que c'est important d'avoir une bonne communication. C'est de là une bonne gestion participative, parce que quand on est capable d'informer les travailleurs du comment puis du pourquoi des changements qu'il faut faire dans l'entreprise, c'est important que les gens le sachent puis qu'ils puissent travailler ensemble. Si un gestionnaire, il décide, c'est ça va être A, B, C, puis pas un mot, personne n'a un mot à dire là-dessus, bien là, les travailleurs, ils se sentent quoi, eux autres? Un pack-sac sur ses épaules, avec un gros poids dedans, puis avec un employeur qui dit « Va-t'en par là, marche par là, c'est bon ». On ne sait pas ce qu'on transporte, on ne sait pas pourquoi qu'il faut aller là-bas, puis on ne sait pas où ce qu'on va. C'est comme pas logique. Si je fais une image, là, c'est comme si tu roules dans le brouillard en automobile. Y a-tu quelque chose de plus stressant que ça quand tu vois à peine les petites lumières rouges de l'auto devant toi, là? Fait que là, si tu roules 2 heures de temps là-dedans, t'es sur un super stress, là. Fait que quand tu débarques de l'auto, t'es tout crispé, là. Mais dans le fond, quand tu sais pas où tu t'en vas, même au milieu où tu travailles, ben, c'est le même feeling, là. Tu rentres le matin, t'es stressé, tu ressors le soir, t'es stressé, où est-ce qu'on s'en va? Demain, je vais avoir ma job, je vais changer une machine, qu'est-ce qui va m'arriver? Personne ne le sait, là. Fait que... Quand une entreprise décide de fonctionner puis de gérer de façon plus trimestrielle ou à court terme, là, c'est sûr que ça va avoir un effet là, qui va être négatif sur l'atmosphère de l'entreprise. Ils vont engager des gens de façon très sporadique, qui fait en sorte qu'ils ne se créent pas de lien. L'amitié sera pas pareille. L'entraide va être différente. Donc, à long terme, c'est certain que c'est pas une façon qui est gagnante, là. Quand on décide de gérer à court terme, ben on a ce qui va avec. L'implication des gens, c'est la chose la plus importante pour le climat de travail, parce que tu te sens valorisé. La petite idée, même c'est minuscule comme idée, là, mais souvent, c'est un irritant pour toi. Je sais pas, un garde sur une machine qui est mal placée, ou quand tu passes, il y a un petit morceau de métal qui dépasse, puis tout le monde se blesse dessus. T'sais, juste le fait d'aller voir quelqu'un et de dire « Tu peux-tu me le réparer? » là? Me semble que ça aiderait, on fera pas attention, mais on se coupera pas. Fait que là, ils te le font. Fait que là, t'améliores ton milieu de travail de façon à la miette, là. Veux pas, mais c'est valorisant si tu dis « J'avance. » À chaque fois que j'ai une bonne idée, ben crème, ils le font, là. Puis le lendemain, t'as extrêmement hâte de revenir travailler puis de dire « Ben là, aujourd'hui, ben crif, c'est ça, il faudra faire réparer. » Fait que je pense que c'est vers là qu'il faut aller, là. Je sais pertinemment qu'il y a des endroits où il y a des équipements qui pourraient être augmentés en productivité de 7 à 9 % de façon sans investissement majeur, là. Quelques modifications et un petit peu de volonté d'une couple de travailleurs puis de l'employeur, bien entendu, il y aurait possibilité d'augmenter les productions de 7 à 9 %. Puis ça a été prouvé dans l'entreprise, là. Puis personne n'en parle. Tout simplement parce qu'ils ne sentent jamais d'écoute de la part de l'employeur. Donc, en ne sentant pas d'écoute, ils se disent « ben il ne m'écoute pas. Je dirais pas, il ne m'écoute pas. » Donc, c'est une perte, tout simplement. Je le vois de plus en plus dans les entreprises multinationales où c'est un siège social qui décide et qui décline ça partout, mur à mur, à travers la planète, sur une seule manière de faire les choses, hein.
Et ça, bien évidemment, ça donne beaucoup moins de latitude aux gens. On tient moins compte de la culture. On a l'impression aussi de leur imposer des choses qui ne cadrent pas nécessairement avec leurs valeurs ou leur logique à eux là-dessus. Au Québec, le syndicalisme est beaucoup plus fort, mettons, qu'en Amérique du Sud. Un gestionnaire qui, lui, un syndicat, il connaît pas ça. Il pense qu'il peut faire n'importe quoi, n'importe quand, fait que souvent, il va faire des choses qu'il va regretter après. Des fois, tu as des mentalités et des façons de faire qui sont vraiment différentes d'un pays à l'autre. Puis, c'est comme André il dit, essaie de les emmener d'une place où le contexte est différent, la culture est différente, la façon de faire est différente. La plupart du temps, ça va choper parce que la culture n'est pas là. Elle n'est pas à la même place que quelqu'un qui est au Brésil, quelqu'un qui est au Japon. On pense pas pareil. Puis d'emmener tout ça à la même place, c'est pas évident. Puis la plupart du temps, c'est là qu'il se plante. Parce que la culture, ce que tu veux l'emmener, elle ne s'est pas adaptée ou a mal compris le message qu'il y avait en arrière à ça. Puis là, tu as roulé dans le temps, puis tu t'aperçois 5-6 mois après, non, on est carrément déphasé. Tout ce temps-là que tu as perdu, tu n'as pas avancé. Pour moi, tu as reculé. C'est un peu ça, la vision de multinationale. Mais d'un autre côté, ça peut être très bien fait quand c'est bien structuré puis c'est bien pris au départ. Donc, il va falloir que les multinationales aussi arrivent à, quelque part, se donner un petit peu plus de souplesse dans la gestion et de ne pas perdre de vue, en effet, que la meilleure manière d'aller chercher cette performance-là, c'est en demandant l'avis des gens. On l'a prouvé dans le passé que ça fonctionne. On a créé une équipe de travail qu'on appelle. On a mis tous les corps de métier, des techniciens, des personnes en préventive, des opérateurs, des personnes de ressources extérieures, des programmeurs. On s'est assis, on s'est mis une gang. On a essayé de résoudre le problème étape par étape. On a commencé par le début. On est allé jusqu'à la fin, jusqu'à la maintenance pour résoudre le problème. Ça a duré un petit bout de temps. Puis en fin de compte, en bout de ligne, on a sorti avec un très bon résultat. Ça a été valorisant pour tout le monde. L'employeur, il a gagné parce qu'on a résolu son problème qui était assez grandiose. Tout le monde qui était dans cette salle-là, ils ont senti un appui de l'employeur. On a senti qu'on avait fait quelque chose de bon. On a avancé, on a résolu le problème. C'est là vers il faut aller, puis il faut qu'ils respectent les droits. Avant d'aller là, avant de mettre quelque chose en place, tu devrais t'asseoir avec ton syndicat qui est en place, puis essayer de développer vers où tu vas aller pour être capable de le mettre en place pour que le syndicat te dise « Oui, là, tu es à la bonne place, tu n'es pas à la bonne place. » On fait pas ça. On fait pas ça, puis c'est là l'erreur majeure. Un très bel exemple que me donnait une travailleuse membre d'un syndicat CSD, c'est tout le travail qui a été fait par les syndicats du secteur de l'hôtellerie pour réduire le nombre de chambres à nettoyer chaque jour. Alors, on est passé de 14 à 13, puis dans certains syndicats, on est allé jusqu'à négocier les caractéristiques des chambres et des clients là, qui font en sorte que on va avoir plus ou moins de chambres à faire. Ça fait une différence dans la fatigue physique, dans le stress, sur le plan musculo-squelettique certainement, mais aussi sur le plan de la santé mentale. Tous les instruments dans la loi sur la santé et sécurité là, peuvent être utilisés pour agir en matière de prévention en santé mentale au travail, comme on le fait pour la santé et sécurité du travail classique. Nous, chez nous, on avait beaucoup de plaintes des employés au niveau de la cafétéria. Fait que c'est pas tout le monde qui a moyen de commander au restaurant tous les jours. Fait qu'on a un système de machine distributrice avec un fournisseur. Puis les sandwichs, c'était vraiment pas bon. Mais il y avait rien de bon. C'était pas que les sandwichs, ils ont des repas chauds, c'était pas mangeable. Fait qu'à un moment donné, à force de mettre de la pression sur l'employeur, on a réussi à s'asseoir, nous, le syndicat, dans le fond, l'employeur, puis le fournisseur. Là, on s'est aperçu que, dans le fond, si on pouvait, avec l'employeur, mettre de la pression sur le fournisseur pour avoir des choses plus santé, fait que qu'il faut moins agresser, moins de gras trans et compagnie, puis on a réussi. Fait que, veut pas, tout de suite, là, les employés ont dit « Ah, mais crime, on a réussi, grâce à notre syndicat, à faire changer les sandwichs. » Mais dans le fond, on pourrait faire changer plein de choses aussi, là. Fait que c'est bon, c'est une morale, là. Fait que l'implication, c'est pas juste... c'est partout, je pense, dans une entreprise, là. Une convention collective, c'est toujours vivant. Donc, on se doit constamment de travailler dans une convention. Avec l'évolution des marchés, puis tout va vite, tout fonctionne rapidement. Donc, souvent, on a des ajustements à faire. Si on est en début de convention collective, il faut faire un changement qui est majeur, c'est sûr que ça va être bon pour l'employeur, mais les syndiqués ont de quoi retirer aussi quand c'est bien fait. Donc, c'est pour ça que ça prend une confiance, ça prend une honnêteté. Il ne faut pas que personne cherche à, excusez l'expression, mais magouiller dans le dos de l'autre. Parce qu'à un moment donné, ça vient qu'à savoir, puis tout ça tombe à l'eau. D'avoir une vraie approche participative, raisonnable, réaliste, qui ne vise pas à avoir la tête de personne, mais qui vise à régler les problèmes. Ça, c'est l'élément important. Les bons côtés qu'on peut retrouver lorsqu'il y a une bonne entente là, entre les partis patrons et syndicats, on peut donner un exemple bien simple, un remplaçant contremaître.
un contremaître se blesse, il est malade, il est absent pour une durée indéterminée, ils ont besoin d'un autre contremaître, rapidement. Bien là, il peut y avoir une entente entre les parties patronales syndicales qui fait en sorte qu'un travailleur sur le plancher qui aurait peut-être des aptitudes à devenir contremaître puisse remplacer de façon temporaire avec une entente, une lettre d'entente. Ça permet au travailleur de voir c'est quoi le travail de contremaître. Ça permet à l'employeur de voir, lui, ça peut être un candidat potentiel pour plus tard, peut-être que oui. Donc, les deux parties là-dedans peuvent prendre connaissance, peuvent s'étudier dans un sens. Puis si le travailleur, en bout de ligne, il s'aperçoit qu'il n'est pas vraiment fait pour ça, il aime ça, mais c'est pas vraiment ce qu'il désire comme carrière, il décide de revenir sur le plancher, ça reste un autre plus pour tout le monde. Ça reste un plus pour le travailleur qui a acquis une certaine expérience. Puis c'est un plus pour l'employeur aussi, que là, il y a un travailleur sur le plancher qui connaît un peu comment est-ce que la gestion fonctionne dans l'entreprise. Il en a vu plus que les autres. Puis le travailleur, lui, surtout, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que lui, il va devenir un bon trait d'union entre la partie patronale puis son équipe de travail. C'est un plus pour tout le monde. Pour moi, la qualité de vie au travail, c'est ce que j'appelle le prochain virage vert des entreprises. C'est le virage que les entreprises vont prendre parce qu'elles ont deux défis: améliorer la santé des gens puis continuer à être performants comme organisation aussi. Si on n'arrive pas à régler, comme société, ce problème-là au niveau des entreprises, là, on va avoir un sérieux problème tantôt. Sérieux problème tantôt. Il faut y voir là. Pourquoi ils ne s'occupent pas des problèmes de santé psychologique en entreprise alors qu'ils s'occupent de problèmes de santé physique? Je pense qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que d'abord qu'il n'y a pas d'exigence légale. Première chose. À partir du moment où on va avoir des exigences légales, les choses vont changer. On le voit très bien avec le harcèlement psychologique. Avant, on s'en préoccupait très peu. Depuis qu'on a la loi depuis une dizaine d'années, c'est sous les lèvres de tout le monde. Et puis, en effet, on voit bien les employeurs qui se préoccupent de ces questions-là parce qu'il y a un risque juridique en arrière de ça. Au niveau de la santé psychologique, on va aller vers une manière d'obliger un peu les entreprises à préserver la santé physique et psychologique. Et c'est d'ailleurs déjà dans la loi, c'est juste que c'est pas mis en œuvre, mais préserver la santé psychologique aussi de leurs travailleurs. Moi, à Centrale, je milite quand même depuis plusieurs années. Je suis vraiment tatoué CSD. La raison principale, c'est que nous, à la Centrale, on n'est pas des syndicats de confrontation, on est des syndicats de solution. Mais la santé psychologique des travailleurs, il faudrait que les employeurs commencent à se pencher sérieusement sur le problème. Puis nous, de notre côté, on travaille beaucoup pour que ça l'arrête. Parce que nous, à CSD, c'est sûr qu'on va vous avoir à l'œil et on ne laissera pas faire ça.